Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète, le lundi à 16h, le jeudi à 11h et le samedi à 20h. La web radio Allô la planète est une radio associative qui diffuse plein de belles émissions autour du voyage. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr, que je suis heureuse de vous retrouver pour cette incroyable saison 2 qui j'espère vous inspirera et vous transportera. Cette semaine marquera la 19e commémoration des attentats du World Trade Center à New York. On se souvient tous de ce que nous faisions ce mardi 11 septembre 2001. J'ai donc eu envie de connaître la journée d'un Frenchie, mais à New York cette fois-ci. Les voyages transforment notre vision du monde, mais parfois ce sont aussi des événements tragiques qui nous marqueront à jamais. Géraldine vit à New York depuis plusieurs années, un jour baby-sitter des enfants d'Isabella Rossellini, puis un autre directrice commerciale d'un magazine de cuisine italienne. Géraldine profite de la vie new-yorkaise au gré de ses envies, de ses passions et des opportunités. Vous le remarquerez très vite, Géraldine est une multi-passionnée pleine d'entrain et de vie. Le mardi 11 septembre 2001 à 8h, Géraldine a une réunion programmée au World Trade Center, un endroit magique et bien sûr rempli de symboles. Mais voilà, comme vous le savez bien, toutes les réunions programmées ce jour-là prendront une tournure dramatique. Géraldine retrace avec nous cette journée de l'horreur, mais aussi l'après. Cette paranoïa ambiante, ce sentiment de culpabilité mêlé à ce soulagement indescriptible d'être en vie, puis aussi ce deuil qu'elle commence doucement sur fond de tango argentin. Allez, je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter le témoignage puissant et captivant de Géraldine. Salut Géraldine. Bonjour Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté surtout de témoigner dans le podcast, surtout qu'on va parler d'un sujet d'actualité quand même qui a été assez important dans l'histoire du monde, si on peut dire. Oui, un sujet un peu triste. Un peu triste aussi, c'est clair. Je me disais que ça pouvait être un témoignage intéressant dans le podcast puisqu'on parle des voyages qui changent notre vision du monde et parfois c'est pas forcément pour des raisons qui sont très joyeuses, on va dire. J'avais déjà invité notamment Véronique et Thibaut dans l'épisode 4 du podcast pour nous raconter l'arrivée du cyclone Irma sur l'île de Saint-Martin. Donc je trouvais ça intéressant de, cette fois-ci, aujourd'hui, parler du 11 septembre 2001. Et oui, c'est un événement qui a beaucoup, beaucoup changé ma vie. Ouais. Alors, je vais commencer par te demander de te présenter un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, avec les questions que je pose toujours à tous mes invités. Donc, ton prénom, ton âge, d'où est-ce que tu viens et ton parcours pro. Je m'appelle Géraldine Philippi, j'ai 48 ans. Je suis née à Grenoble, en France donc, et ça fait 25 ans que je n'y vis plus parce que voilà, j'ai eu un parcours professionnel un petit peu atypique. Après des études de commerce et de droit à Grenoble, toujours décidé de devenir prof de golf au Club Med puisque je jouais beaucoup au Ah golf et ouais! que j'avais voilà le niveau à l'époque pour le devenir. Donc j'ai fait ça 2 ans au Club Med et ça a été une expérience fabuleuse. C'est une très belle entreprise, le Club Med. Ensuite, au Club Med, toujours, j'ai rencontré un de mes élèves qui était un acteur connu, alors que certains connaissent et d'autres moins, mais qui s'appelle Gary Oldman, qui a joué D'accord. dans pas mal de films. Et je suis devenue sa prof de golf parce qu'à l'époque, je parlais un petit peu l'anglais et donc voilà, je lui ai donné des cours de golf. Et Gary sortait à l'époque avec une autre actrice, c'est une actrice assez connue, alors plus pour les gens de mon âge que pour les gens de ton âge, qui s'appelle Ouais. Isabella Rossellini, Ah oui, qui est la d'accord. fille d'Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini, qui est une actrice fabuleuse et qui est en plus juste certainement la patronne la plus sympathique que j'ai eue.
D'ailleurs, je pense que c'est la seule patronne femme que j'ai eue, parce que j'ai eu d'autres patrons très sympathiques, mais elle, voilà, elle est juste extraordinaire. Et elle m'a emmenée à New York avec elle pour être au départ sa babysitter la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait deux D'accord, ouais. enfants, ils avaient Mmh. chacun une babysitter la journée, mais quand une actrice, un acteur part faire un film à l'étranger, ils ont besoin que quelqu'un reste à la maison et s'occupe des enfants. Et vient D'accord. la nuit quand elle est pas là. Donc j'ai commencé par faire ça et puis je m'étais dit que j'allais passer le barreau aux États-Unis pour devenir avocate et quand j'ai vu les prix de NYU et Columbia, j'ai rapidement été dissuadée et je suis en réalité devenue son assistante la journée. Et puis voilà, au fil du temps, j'ai remplacé d'autres personnes qui travaillaient pour elle et j'ai fait ça pendant 2 ans avant de ensuite eh bien partir pour de nouveaux horizons. Alors à New York toujours, mais je suis devenue directrice d'une école de cuisine. J'ai monté une école de cuisine italienne à New York pour D'accord, un ah oui. magazine génial qui s'appelle Cucina Italiana, qui est un peu voilà un magazine de cuisine assez connu. Et projet donc qui m'a pris 2 ans et au bout de 2 ans j'ai arrêté tout ça pour aller travailler pour une boîte japonaise qui s'appelle Dentsu. J'étais directrice de la communication pour Dentsu. Et je leur organisais plein d'événements pour des lancements de produits agroalimentaires européens sur le marché nord-américain. C'était très amusant, mais j'étais à court de visa, puisqu'aux États-Unis, on ne peut travailler pour des sociétés américaines que pendant 6 ans maximum. Et donc, je suis ensuite allée voir les gens de l'ambassade de France en disant prenez-moi, je suis fabuleuse, vous allez voir. Et ils ont fini par craquer à force de harcèlement et j'ai été prise dans une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Business France, mais qui a eu différents noms dans l'histoire. Et entreprise coup de cœur puisque je suis chez Business France depuis maintenant 20 ans, à des Ah postes oui. très différents puisque j'ai vécu et travaillé pour eux à New York et à Boston, où est née ma fille, Clémentine, Ah, à génial. Londres, où est né mon fils, Alexis, ensuite à Madrid une première fois, à Istanbul, parce que Carrément. je parle turc pour des raisons différentes liées à mon passé, notamment mon Ouais. ex-mari qui est turc. Mmh. Et je suis revenue à Madrid il y a 7 ans et je suis là en plein déménagement sur Marseille pour prendre un nouveau poste cet été. D'accord, donc tu reviens en France. Je reviens en France après 25 ans d'expatriation, donc autant dire que, Waouh! évidemment, la France c'est chez moi. J'adore la France, Ouais. mais c'est un peu une nouvelle expatriation pour moi parce que je n'y ai plus rien en réalité. Bah, c'est vrai, ouais. Tu reprends de zéro en fait. Je repars de zéro. Waouh! Ouais, d'accord. Alors on va parler un petit peu de ton background voyage. J'aimerais bien savoir, quand est-ce que tu as découvert le voyage? Si c'est plutôt dans l'enfance ou est-ce que c'est, plus tard donc avec tes expatriations? Dis-moi un petit peu plus. J'ai voyagé quand j'étais jeune avec des parents, je suis ce qu'on appelle un bébé Club Med parce que, mes parents m'ont D'accord. toujours emmenée, à l'étranger dans des univers un peu clos comme le club, mais on en profitait évidemment pour voyager et pour visiter. Donc on est parti en Espagne, on est parti, beaucoup au Maghreb, on a été au Maroc, on a été en Tunisie. On a fait aussi des voyages un peu plus culturels, en Allemagne, mais principalement en Europe et j'ai assez peu voyagé finalement avec mes parents très loin. On est resté assez près et quand j'ai eu l'âge d'apprendre l'anglais, enfin ou l'âge auquel il fallait vraiment s'améliorer en anglais, mes parents m'ont rapidement envoyé aux États-Unis dans des familles et donc j'en ai profité moi pour faire quelques voyages et apprendre la langue. Donc je me suis retrouvée à Washington, je me suis retrouvée à Charlotte et là j'ai commencé un petit peu à voilà à découvrir les pays seuls. J'ai été aussi en Allemagne pour apprendre l'allemand. D'accord, ah oui et non, tu faisais beaucoup de langues? Ouais, alors je le parle plus l'allemand, hein, je l'ai complètement oublié. Donc Ouais, mmh on dirait que je parle beaucoup de langues, mais en réalité je ne parle que anglais, espagnol, et, turc et français. et turc, ouais, c'est déjà pas mal. Voilà. Et le goût pour les voyages, je crois qu'il est né peut-être un peu plus tard, quand j'ai eu moi-même Ouais. des enfants et que j'ai eu envie de leur faire découvrir le monde. Alors pour une raison que j'ignore, moi j'ai une appétence très forte pour les pays asiatiques et donc je les ai beaucoup D'accord, emmenés ouais. en Asie. Donc on a été au Japon, on a été en Chine, on a été énormément de fois en Thaïlande, qui est un de mes pays préférés. Mmh. On a été en Indonésie, en Malaisie, au Vietnam, au Cambodge. Et je les ai emmenés une fois aux États-Unis, mais c'est tout. On n'a jamais été en Amérique du Sud, ce qui est mon grand regret parce que moi je suis une passionnée de tango argentin et donc je rêve de Ah découvrir oui, l'Argentine, notamment, mais tous les autres pays d'Amérique du Sud aussi. Mais voilà, je pense ouais. qu'il fallait faire un choix et que la Thaïlande, pour plein de raisons, notamment le fait que je sois accro au massage thaï, je pense, est une raison.
qui m'a Ouais. souvent poussée. C'est une bonne raison, ouais. C'est une bonne raison. Et puis je suis une passionnée de nourriture et je trouve que en Asie, je découvre à chaque fois des choses fabuleuses. Ma fille cuisine avec moi et on est fan de cuisine Ah, asiatique et trop on cuisine chouette. beaucoup asiatique. Ah, génial. Bah, ça dit, l'Argentine, tu pourras toujours, y aller dans les prochaines années. Bon, pas tout de Ah, je suite dans pourrais toujours l'immédiat, y aller. mais Alors moi, ça peut venir, enfin. j'ai appris le tango argentin à New York parce Mmh. qu'à l'époque, je pense que l'Argentine était déjà en crise assez importante Ah oui. et Mmh que mh. les très 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 bons profs de tango argentin d'Argentine, eh bien, vivaient à New Ouais. York. Enfin, ils vivaient entre New York et Mmh. Montréal. Donc c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de chance parce que sans voyager beaucoup à l'époque et en habitant New York, j'avais vraiment accès à tout. Ouais. L'Argentine est venue à toi. L'Argentine est venue à moi, absolument. Alors du coup, on va parler de ton expatriation à New York. Ouais, et tu verras d'ailleurs que le tango argentin a un gros rapport avec le 11 septembre. Ouais, bah, j'ai hâte de savoir. Suspense. Suspense. Comment est-ce que tu prends cette décision de partir à New York? Quand est-ce que c'est, déjà? Et est-ce que tu y étais déjà allé avant de faire ce choix? L'idée, ben, elle me vient en 96, en 1996 au Club Med d'Opio, dans le sud de la France, quand je rencontre Isabella Rossellini. Mmh. J'hésite parce que je me dis que je ferais bien une carrière au club pendant quelques Ah années oui, d'accord. plus. Je voulais pas Mmh. y rester toute ma vie professionnelle, mais je serais bien Faire un petit bout devenue. de chemin quand même, Ouais, oui, au parce que Club Med, justement ouais. le club te permettait de voyager. Et donc c'est Oui, vraiment donc une tu entreprise choisissais, géniale parce que tu choisis un peu les endroits où tu vas, en tout cas si tu bosses bien. Et puis moi j'avais un patron qui voulait absolument me garder avec lui et donc il me faisait pas trop voyager parce que lui il avait surtout décidé de faire la France. Et donc c'est un peu mon envie de voyager qui m'a poussée justement à accepter New York. Parce que pour mes parents, moi j'avais fait des études et donc voilà, être prof de golf au Club Med, je pense qu'ils s'étaient dit que c'était pas le job de ma vie. Et quand je leur ai dit que je partais pas au pair aux États-Unis, mais enfin pas loin, dans leur esprit en tout cas, il y avait quand même une certaine forme de régression. Et moi je le faisais parce que j'avais envie de découvrir un truc nouveau. Alors New York, moi je connaissais pas. J'avais été 2 fois aux États-Unis, mais vraiment New York, c'était le rêve absolu. Et Isabella, qui est juste une femme adorable, me permettait de découvrir New York dans des conditions fabuleuses, puisque elle m'a vraiment prise sous son aile. Elle m'a présenté à toutes les stars du cinéma, à tous les chanteurs les plus connus, et je l'ai accompagnée pendant 2 ans dans tout ce qu'elle était et dans tout ce qu'elle faisait. Donc moi, j'ai Mmh. vécu New York, j'allais dire en limousine, vraiment, j'allais dire parce qu'on se déplaçait en limousine, mais aussi en limousine sous son aile parce que elle m'a traitée comme une amie plus qu'une employée. Et aujourd'hui, voilà, elle reste, c'est une amie chère, c'est la marraine de ma fille. Ah Et ouais, quand même. c'est, ouais, 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 vous avez tissé un lien assez fort, ouais. des liens très forts, même si on se voit assez peu, parce que c'est vrai qu'Isabella habite New York et moi j'habite en Espagne. On se voyait quand même pas super souvent, mais on a vraiment plaisir à se revoir. Et c'est une femme que j'adore. Donc toi, finalement, tu acceptes de partir à New York avec, Isabella Rossellini, mais du coup, tu as une image de New York, celle que tu vois dans les films, dans les séries, le rêve américain, c'est un peu ça que tu as comme image de New York? J'avais pas du tout d'image de New York. Je voyais, enfin, j'imagine une ville avec plein comment on appelle ça, des bâtiments très hauts, des high-rise. Je sais Des plus comment on build dit, Ouais, des buildings. les, skyscrapers? Voilà, merci. Les skyscrapers. Mais j'ai pas vraiment trop d'idées. À l'époque, New York, enfin, la ville a beaucoup changé. C'était une ville qui craignait un Oui. peu. Fallait pas aller dans Harlem, fallait pas aller dans le Bronx. C'était une ville sur laquelle, voilà, j'avais entendu des trucs, j'avais entendu parler de Broadway. Je savais même pas si c'était un quartier de New York. Je savais pas si c'était une ville dans New York. On me parlait de Manhattan. Enfin, vraiment, j'étais perdue. C'est-à-dire que j'avais pas, comment dire, étudié les États-Unis et la Oui, géographie des oui. États-Unis vachement bien. Et donc, vraiment, je n'y connaissais rien. Et je me rappelle quand je suis arrivée à l'aéroport et que je suis montée dans un taxi pour rejoindre le domicile d'Isabella, enfin vraiment d'être sous le choc. C'est-à-dire que quand je suis arrivée chez elle, je pense que je vais encore avoir la bouche ouverte parce que je découvrais tout, quoi. Je pense que j'avais 10% d'images dans ma tête avant et je découvrais Ouais. 90%. Donc ça a été un vrai choc. Et voilà, donc ça a été un peu, comment dire, une énorme surprise pour moi, cette ville. Le taxi conduisait hyper vite, il parlait hyper vite l'anglais, je comprenais rien. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui faisaient, et la langue et la ville, qui sont pas étouffantes, mais hypnotisantes. Donc ça, c'est ta première impression quand tu arrives, à New York?
Ouais, absolument. Ma première impression. Tout allait vite. Tout était haut, tout allait vite, tout était plus grand. Enfin, j'imagine quand tu viens de Grenoble, New York, Oui, Grenoble, le choc est brutal. bah, ouais. Ton premier job, donc c'est avec, Isabella Rossellini, donc pendant 2 ans, c'est ça? Donc pendant 2 ans, je l'aide avec ses affaires courantes. Je continue de l'aider avec les enfants la nuit, évidemment. Je les emmène même parfois en vacances. C'est un job assez sympa. Je bosse presque tous les jours finalement. Parce que quand on est actrice ou quand on est mannequin, parce qu'elle est aussi mannequin, elle a été mannequin pour une grande marque de cosmétiques pendant hyper longtemps. Elle l'est encore d'ailleurs à nouveau. Et je suis ravie parce qu'à l'époque, elle venait juste de perdre son contrat avec cette grande marque de cosmétiques, en partie parce qu'elle était un peu plus âgée qu'avant. Et c'est marrant parce que le monde du marketing a vachement évolué. Pour qu'ils la reprennent aujourd'hui, c'est vraiment qu'ils ont compris que les femmes Ouais, c'est vrai. ont Mmh. besoin d'avoir des égéries à leur image et que la femme parfaite, sans défaut, anorexique, ne nous représente pas en réalité. Donc nous, on aime avoir des femmes qui sont comme nous. Et Isabella, elle est comme nous. Alors évidemment, elle est plus belle, mais elle est accessible. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'elle a une dent cassée, Isabella, sur le devant de la bouche. Et quand elle a démarré sa carrière, elle me racontait toujours que tous les conseillers voulaient qu'elle se fasse réparer la dent pour avoir une plastique parfaite. Et elle disait, mais non, mais cette dent, c'est moi. C'est mon identité. Vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait. Cette dent, c'est mon imperfection à moi. Et elle a raison. C'est ça qui l'a rendue célèbre. Et donc qu'est-ce qui se passe pour que finalement tu arrêtes, ce travail avec elle? Écoute, j'avais envie de faire autre chose. C'est-à-dire que moi, j'étais Ouais, un peu une touche à tout. J'avais envie, je savais pas ce qui m'intéressait vraiment dans la vie. Elle travaillait un peu moins qu'avant. Moi, j'étais hyper attachée à ses enfants. Je le suis toujours d'ailleurs. Je suis restée très en contact avec sa fille notamment, qui est vraiment devenue une amie extraordinaire. Mais j'avais envie de faire autre chose. Et puis, je pense que j'ai toujours été attirée par les métiers de bouche au sens gastronomique du terme. J'ai toujours eu envie de faire un truc qui avait un rapport avec la cuisine. Moi, je suis une passionnée de cuisine. D'ailleurs, Isabella, elle savait parce que quand je travaillais pour elle, il m'arrivait souvent, les stars de cinéma aiment pas trop sortir au resto parce qu'on leur demande tout le temps des autographes et au bout d'un moment, ça ouais, les ils saoule sont un pas peu. tranquilles. Et Bah donc, ils ouais. sont pas Mmh. tranquilles, ils regardent la porte, ils regardent les voisins, les tables à côté, etc. Mais ils n'arrivent pas à être eux-mêmes. Et comme moi, j'adore cuisiner, Isabella me disait parfois, bon, Géraldine, ce soir, il y a un tel et un tel qui viennent dîner à la maison. Est-ce que tu veux nous faire un truc? Et moi, je dînais Ah avec eux et super. j'étais hyper contente de leur faire découvrir la gastronomie française. Alors, en toute modestie, évidemment, hein, je faisais même plutôt des plats parfois un peu qu'on appelle les plats du dimanche midi en France. Bah oui, Mais ouais. ils adorent parce que ça leur rappelait leur enfance, ça leur rappelait, voilà, leurs parents, leur passé. Et on se faisait des dîners super où justement ils étaient tranquilles parce qu'ils savaient que personne allait venir les embêter. Et donc, moi, j'avais envie de bosser un peu dans ce monde de la cuisine, me réconcilier aussi avec ce monde-là. Quand on est ado, on prend un peu du poids. Mais je me suis dit, oh là là, j'ai grossi. C'est peut-être parce qu'on est obsédé par la cuisine et la bonne bouffe dans ma famille. Et je crois que j'avais besoin de me réconcilier avec ce monde-là. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que moi, aux États-Unis, enfin, je sais pas si tu sais, mais quand on déménage aux États-Unis, on prend rapidement du poids. D'accord, non, Je je ne sais pas si savais c'est les pas. ingrédients, si c'est les quantités qu'il y a dans les assiettes, mais tous les gens que je Ah! connais ont pris entre, allez, 5 et 10 kilos en arrivant aux États-Unis et c'était mon Quand cas. même. Donc moi, j'étais un peu fâchée avec la bouffe, en Ah ouais, régime d'accord. perpétuel. Il fallait Mmh. que je perde du poids. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, peut-être qu'en allant travailler dans un monde de bouffe, ça me réconciliera. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Et donc, je vais commencer à être directrice événementielle et communication pour un magazine de cuisine italien. On s'est rapidement rendu compte que quand on traduisait les recettes de l'italien à l'anglais, à l'américain, eh bien les recettes ne fonctionnaient pas parce que la cuisine, c'est pas une traduction de quantité. La cuisine, c'est une adaptation d'ingrédients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 tomates aux États-Unis, c'est pas 3 tomates en Italie. Pourquoi? Parce que les tomates aux États-Unis, bah, très honnêtement, elles sont pas très bonnes. Et donc, il faut peut-être en mettre 5, il faut peut-être mettre du concentré de tomate, pareil que les aubergines, pareil la viande. Les produits aux États-Unis sont pas d'aussi bonne qualité qu'en Europe. Et il fallait qu'on adapte les recettes. Et donc, mon patron de l'époque me dit, Géraldine, on va embaucher un chef et on va tester les recettes et on va adapter les quantités.
Je lui dis: «Mais tu sais, Paolo, on va perdre beaucoup d'argent parce qu'un magazine, ça perd déjà de l'argent, mais alors en ouvrant une cuisine, en achetant les ingrédients, en embauchant un chef, on allait juste perdre beaucoup d'argent». Et moi, je me rappelais d'une émission à la télé, que je regardais quand j'étais petite. Il y avait un chef à la télé. C'était pas du tout la mode de tout ce qu'on a aujourd'hui, les émissions de télé sur la cuisine. À Ouais. l'époque, il y en avait pas du tout en 96, 97. Et quand j'étais jeune en France, il y avait un chef qui faisait comme ça le dimanche des émissions à la télé, il faisait des crêpes, il faisait des trucs très simples. Et je me suis dit, bah, pourquoi on n'embaucherait pas ce chef et on ouvrirait la cuisine sur une salle de restaurant. Évidemment, aucune nouvelle technologie à l'époque, hein. On n'avait pas Internet, on n'avait pas, enfin, on avait tout juste Internet, c'était le début, et on n'avait pas tout ce qui était webcam. Et donc, on avait mis un énorme miroir au-dessus des mains du chef, qui était en diagonale et qui permettait au public, aux gens qui étaient assis, de regarder le chef cuisiner. Ah ouais, sympa. Et puis, ça a eu un succès de dingue. Donc, j'ai même organisé les premières soirées célibataires à New York dans cette école de cuisine parce Pas que je mal. m'étais dit que voilà, les gens qui n'étaient pas en couple n'osaient pas venir et être assis tout seul à une table. Donc, je créais des grandes tables, un peu comme au Club Med, d'ailleurs, des tables de 8. Et donc, je proposais à des gens célibataires de faire des soirées juste pour eux. Et d'ailleurs, ça a été amusant parce que c'était les soirées les plus remplies au début, hein. Ouais, comme quoi, hein. Comme quoi, cette école de cuisine a été une très très belle aventure, mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre aussi parce que je pense que je suis une femme de projet. J'aime apprendre, Ah ouais. voilà, j'aime quand le projet est pas totalement terminé. Et puis une fois que le truc tournait, qu'il fonctionnait bien, que le truc Ouais, était que ça plein tous les ronronne soirs, bien, voilà, tu une fois que cherches ça autre chose. ronronne, je m'ennuie. C'est un peu comme, enfin, je veux dire, de manière générale, ma vie, on va pas rentrer dans une psychanalyse trop longue, mais je pense que parce qu'il y aurait sujet, hein. Mais je pense que ma vie est un peu comme ça. C'est comme le golf. Aujourd'hui, je joue presque plus au golf alors que j'étais prof et que j'ai failli me lancer sur le circuit pro. C'est-à-dire qu'en gros, dès que je commence à être plutôt bonne à un truc, on va dire modestement, bah, j'arrête pour me lancer dans autre chose. Là, en ce moment, par exemple, je joue beaucoup au padel D'accord, ouais. tennis, hein, pas le padel sur lequel on monte sur un lac, le padel avec des raquettes. C'est mon nouveau hobby. Jusqu'à devenir excellente. Et c'est ça. Alors bon, plus je vieillis et moins il y a de chances que je devienne franchement excellente. Donc ça se trouve, je vais jouer au padel toute ma vie. Mais c'est vrai que j'ai un gros défaut. Non, mais franchement, Mais c'est ça pas m'est un arrivé défaut. récemment avec le trapèze volant. Je sais pas si tu as déjà essayé le trapèze volant. Non, non, jamais essayé, non. Bon, ben, le trapèze volant, c'est la même activité que celle qu'on voit dans les cirques un peu traditionnels Ah ou ouais, c'est même au Cirque du magnifique. Soleil. Mm, Tu mm. montes sur une plateforme qui a 8 mètres de haut environ et tu te jettes Oh dans là le là. vide sur un trapèze, tu fais une figure et ensuite il y a quelqu'un qui te rattrape sur le trapèze d'à côté. Mhm. Voilà, ça c'est mon nouveau, ça a été longtemps mon nouveau hobby, D'accord. donc j'en ai fait pendant 5, 6 ans et comme je suis pas souple du tout, j'ai atteint la limite de ce que je pouvais faire en figure. Et donc il fallait que je me trouve un nouveau hobby, donc maintenant c'est le padel, voilà. En fait, tu es une multi-passionnée. Je suis une multi-passionnée, absolument. Et donc, ce n'est pas un défaut. C'est pas un défaut, ouais. C'est vrai. Non, 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 je suis pas d'accord. Écoute, merci pour le compliment. Et donc alors, ensuite, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu recherches comme boulot après ça? Donc ensuite, je fais une petite parenthèse par cette boîte japonaise que j'ai beaucoup aimée aussi, Dentsu. Mais je sais d'avance que ça va pas durer très longtemps parce que voilà, je suis à court de visa. Et donc je me pose la question, je me dis est-ce que je rentre en France? Est-ce que je pars Ah ailleurs? oui, donc déjà tu Pourquoi te pas au demandes, ouais, Canada? d'accord. Partir ailleurs, ouais. Mmh. Sauf que voilà, j'ai un petit copain américain et je me dis bah tiens, je vais rester aux États-Unis pour rester avec lui et je vais voir les gens de l'ambassade de France et je leur dis écoutez voilà, moi c'était surtout à l'époque pour une question de visa, c'est-à-dire que je savais très bien qu'en travaillant pour l'ambassade, j'aurais un visa un peu diplomatique et donc quand je vais voir le type qui accepte de me comment dire de m'accueillir dans son bureau, qui est sûrement la personne la plus incroyable que j'ai rencontrée parce que le type est un visionnaire. Et il s'appelle Rémi, je peux le citer. Il m'a ouvert les bras d'une agence publique qui ne prenait pas de gens de l'étranger, qui recrutait Mmh. plutôt des gens qui avaient travaillé pour nous en France ou des fonctionnaires, lui-même étant fonctionnaire. Et il a pris un risque énorme en m'embauchant parce que
Il me connaissait pas, il savait pas du tout d'où je venais. J'avais un parcours un peu atypique, prof de golf au Club Med. On peut pas dire que pour l'administration, ce soit quand même le CV le plus évident. Voilà, il a pris un risque en se disant bah, que comme je venais du privé, ça ferait, comment dire, ça créerait un équilibre avec des gens qui venaient beaucoup du public. Et je le remercierai jamais assez parce que voilà, il a changé ma vie. Bah oui. Et donc, je commence dans le public à New York. Alors, pour tous les gens qui écoutent, sachez qu'aujourd'hui, c'est super rare hein, de pouvoir, Oui. de pouvoir être recruté comme ça dans le public. Voilà. En tout cas, donc, je commence, euh, je commence à travailler pour une agence qui s'appelle à l'époque Invest in France et à New York. Et rapidement, mon patron me prend aussi sous son aile et commence à me donner de plus en plus de responsabilités. Et c'est là qu'on en vient au 11 septembre parce que je commence tout juste chez Business France. Mon patron me dit, écoute, demain, il y a une réunion consulaire, je ne peux pas y aller et donc je voudrais que tu y ailles à ma place. Et moi, je viens juste de démarrer chez Business France. Et donc, je suis super contente parce que c'est une réunion importante, c'est une réunion de chef de service. Et donc, pour moi, petite salariée qui venait juste de démarrer, c'était comme je disais, une belle preuve de confiance. Et donc, Bah je oui. me dis, bon, mais il faut que je me prépare. Et donc, à la pause, j'appelle ma mère. Je lui dis, ouais, demain matin, j'ai ma première réunion consulaire dans le World Trade Center, puisque c'est là qu'avait lieu la réunion. Puis en plus, voilà, le World Trade Center, voilà, c'est quand même, incroyable. Non, Voilà, mais c'est pas c'était n'importe quel magique. C'est endroit. quand même, c'était les Bah plus oui. hautes tours de New York, donc c'était chouette. Et puis le restaurant du World Trade Center, c'était quand même une sacrée institution. C'était un truc Mmh. superbe. Et donc voilà. Donc moi, je suis persuadée que le lendemain, je vais dans le World Trade Center pour cette réunion. Et puis à 18h30, la veille au soir, donc enfin ce même jour, je reçois un email, comme tous mes autres collègues. Enfin, mon patron reçoit un email qu'il m'envoie et me dit, bah tiens, la réunion consulaire n'aura finalement pas lieu dans le World Trade Center, mais en face. Et donc, Ah! on est sur Wall Street, à 150 mètres à peu près à vol d'oiseau du World Trade Center, Ouais. au 38e étage d'une tour, avec vue Mmh. sur les tours. Et évidemment, je ne rappelle pas ma mère pour lui dire que la réunion n'a pas lieu dans le World Oui. Trade Center. D'accord. Mmh. Je me lève très tôt le lendemain parce que la réunion commence à 8 heures et je me pointe sur Wall Street au 38e étage et effectivement, on est dans un restaurant assez sympa avec des grands rideaux en velours au mur. Je me rappelle de quelques détails comme ça et la réunion commence et puis à 8h15, il y a un énorme bruit dans la rue, mais un énorme bruit pas comme un avion qui aurait percuté une tour, un énorme bruit comme un bus qui aurait percuté une voiture. Et puis je vois plein de petits papiers qui volent par la fenêtre. Et puis les serveurs font beaucoup de bruit. Alors les papiers par la fenêtre, je me dis tiens, l'équipe de baseball de New York a gagné. Parce qu'il y a une tradition à New York, quand l'équipe de baseball de New York gagne, ils jettent des papiers par les fenêtres. Bon, jusque-là, voilà ce que je me dis. Et puis les serveurs font beaucoup de bruit et le consul général de New York, un super consul général, demande aux serveurs de faire un peu moins de bruit parce qu'évidemment on est nous en réunion et donc il faut qu'on s'entende. Et les garçons du restaurant, les serveurs, nous font signe de venir aux fenêtres parce que ils ont vu un avion se cracher dans la tour la plus proche de nous. Hein. Et donc on s'approche aux fenêtres et évidemment nous on est à hauteur du trou et on voit Ah même bah oui. plus la Mmh. queue de l'avion. C'est-à-dire que l'avion a dû rentrer, a dû percuter la tour tellement fort, il a dû se désintégrer à l'intérieur. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, nous, on voit le trou, mais on voit plus rien à l'intérieur. Et puis, il y a effectivement des papiers partout qui volent dans les airs. C'est un spectacle assez surréaliste et donc on se dit que ben voilà, c'est un accident. Même si il avait commencé à New York à y avoir pas mal d'alertes à l'anthrax. Je sais pas si tu te rappelles de cette espèce de poison. Il y avait des enveloppes à Alors l'anthrax moi, qui avaient j'étais toute commencé. petite, hein, T'étais toute petite, en ouais, ouais. 2001. Ah ouais, j'avais 6 ans. Bon, bah, tu te rappelles pas. Et Donc donc, non. bon. Et un des sujets de la réunion, c'était de Ouais. se dire, bah, est-ce qu'on risque pas des attaques terroristes sur la ville de New York? Mais On oui, on on trouve y pas le pensait, mot, quoi. mais ouais, On y on y pensait. pensait. C'est Euh, ouais, un truc un peu lointain, ça traversait un peu l'esprit, quoi. Mais exactement. sans d'accord. Mmh.
Donc là, oui, pour l'instant, vous voyez ce trou, mais enfin, vous pensez vraiment juste, que c'est un accident, Ah quoi, ben, on pour pense que l'instant? c'est un Enfin, accident parce que, si tu veux, on pensait attaque terroriste, mais lettre à l'anthrax ou peut-être attaque par bateau. Enfin, vraiment, on avait ouais, vous pensiez autre absolument chose, ouais. Mmh. aucune idée que ça puisse venir par avion. Et puis là, Mmh. je dirais 15 minutes plus tard environ, on voit un avion qui se dirige Oh vers là nous. là. Et je peux te dire que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement impressionnant, un avion qui se dirige vers toi. Ouais. Et qui s'encastre en réalité dans la deuxième tour, celle qui est la plus loin de nous. Mais là, quand vous voyez l'avion, vous avez peur? C'est quoi les sentiments, qui Ça vous va hyper traversent, vite. dans la Ça va salle? hyper Ouais, vite. il y a pas le Effectivement, temps de on a réagir, peur, ouais. mais il y a tellement de choses qui nous viennent en tête qu'en fait, j'allais dire, t'as presque pas le temps d'avoir peur. Et donc Donc cet pas de avion, mouvement de foule à ce moment-là? non, non, on est nous aux fenêtres, on regarde le truc. Mmh. Alors, par chance, c'est la tour la plus loin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, on a cette première tour qui a le trou béant, et l'avion s'encastre dans la deuxième tour, mais on le voit pas ressortir. S'il était ressorti, il serait ressorti vers nous. Et donc, Heu, voilà, le deuxième avion, s'encastre Ouais. dans la tour et là, on comprend que c'est une attaque terroriste. Parce que nous, on venait d'en parler, c'est-à-dire que c'était le sujet un des sujets de notre réunion, donc on comprend que c'est une attaque Ah bon? terroriste Ouais. et là, il se passe un truc absolument incroyable, c'est que nous, on est 13 personnes dans cette réunion et moi, je me dirige vers mon sac et je dis: «Il faut partir» et quelqu'un me regarde, je ne sais plus qui était à la réunion avec moi et il dit: «Mais madame, la réunion n'est pas terminée». Et je lui dis: «Oui, mais il faut qu'on parte parce que, heu, moi, mon idée», on avait tous des, comment dire, des hypothèses différentes dans la tête. Moi, mon idée, c'était que comme on était au 38e étage d'une tour qui était qu'à 150 mètres des 2 tours, si elle tombait de côté, elle nous tombait Ouais, dessus. c'était sur vous. Ouais, Eh ben c'était oui. sur vous. Mmh. Et donc moi, mon idée, c'était de me dire: «Il faut que je parte le plus rapidement possible du rayon, du diamètre, entre guillemets, Beh, ouais, de la chute de ces 2 tours le de plus ces rapidement 2 tours, ouais. possible». Et donc je prends mon sac et je dis: «Écoutez, moi j'y vais» et je pars seule. Ah OK, donc personne ne te suit? Non, personne ne me suit. Et les 12 autres, juste pour info, sont toujours vivants. Ils ont été, évacués après moi, environ, je dirais, 10 minutes après moi. On les a Oh obligés à là là. quitter le bâtiment par la police. Mais alors, tu prends l'ascenseur Je pour prends descendre? l'ascenseur, ouais. Bah oui, parce OK. que Ah c'est pas ouais. mon bâtiment qui est touché. Et Mmh. donc, il y a pas encore d'alerte, il y a pas encore d'alarme dans mon Ouais, c'est bâtiment. vrai, ouais, il y a C'est pas juste de à 150 mètres de moi, j'ai vu des trucs par la fenêtre, mais mon bâtiment à moi, il va bien. Donc je prends le puis de toute façon, je vais te dire, j'ai pris l'ascenseur de manière un peu machinale, j'ai pas réfléchi. Puis au 38e oui, de toute étage, façon, oui, on réfléchit pas, on évidemment. Oui, oui, réfléchit oui, pas ou on réfléchit bien mal, en sûr. fait. Donc Oui. j'arrive en bas, de l'immeuble et là, j'arrive dans la rue et les rues de Wall Street, pour ceux qui connaissent, elles sont hyper, hyper étroites. Les gens essayaient de prendre, je me rappelle très bien, essayaient de prendre des photos. Ils étaient tous amassés en bas des tours et ils essayaient de prendre des photos avec les premiers BlackBerry. On avait tous des Ah petits oui, oh téléphones là qui là, prenaient ouais. des photos immondes avec des Oui, petits, voilà, c'est des petits vrai. Quand on Nokia, regarde des maintenant, petits c'est BlackBerry. Et ouais, maintenant on peut faire on des voit rien photos de dingue, dessus, mais ouais. à l'époque, on n'avait pas ça, tu vois. Beh, ouais. Et je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire pour partir? Parce que comme les gens étaient agglutinés et puis ils occupaient aussi les rues passantes de voitures, enfin, même si elles sont très étroites, il y a plus de trafic, les taxis passaient plus et donc je comprends que je vais pas trouver de taxi. Comment sont les réactions des gens dans la rue? Qu'est-ce que Ils sont tu vois, complètement sous comme le émotion? choc, ils sont bouche bée et ils bougent pas. Enfin, ils bougent un peu parce il y a des trucs qui tombent des étages, en fait. Il y a des papiers, des documents, Oh là là. qui tombent et donc voilà, il y a certains trucs qui tombent qui sont en flammes. Ouais, donc en fait, ça prend déjà feu aussi en haut des buildings? Ah oui, oui, ça prend déjà feu en haut Ouais, des ouais. tours. Vous voyez le Et feu d'en bas, d'ailleurs, ouais. Mmh. je vais même te dire, je pense que Mmh. c'est ce qui m'a sauvé la vie parce qu'à un moment, il y a un truc qui m'est tombé sur l'arrière de la tête et qui sentait le Mmh. brûler. Et moi, pour une raison que j'ignore, j'ai cru qu'en fait, mes cheveux allaient prendre feu. Alors, je savais pas que les cheveux se consument, mais ils prennent pas feu. Et, et donc, pour mettre mon manteau, parce qu'il y avait tellement de foule en bas sur Wall Street, j'arrivais plus Ouais. à Mmh. bouger du tout,
que pour mettre mon manteau sur l'arrière de ma tête pour essayer d'éteindre ce que je pensais qu'il prenait feu, j'ai descendu 3 marches dans le métro. Et à ce moment-là, j'ai entendu le métro. J'ai entendu le métro qui arrivait. Et moi, j'avais toujours ma carte de métro dans ma poche. Et donc, j'ai descendu en courant les marches du métro et je suis montée dans le métro et les portes se sont fermées parce que je me suis dit, c'est le meilleur moyen que j'ai de partir rapidement d'ici. Et les portes sont fermées, je me suis dit, merde, c'est lequel? C'est-à-dire, je savais pas si j'allais vers le sud, je savais pas si j'allais vers le nord. Et les portes se sont C'est fermées. pareil, là, tu te poses pas de questions, quoi. Tu montes juste et Tu montes. Et voilà. là, Le je but, me c'est suis de rendu compte s'éloigner. qu'on allait passer sous les tours. Je me suis dit, Ah merde, oui. c'était pas l'idée de départ, hein, en réalité. Donc, Il y a du monde dans le métro? il est plein. Il est plein, OK. Il est Et plein. des personnes qui savent même pas ce qui s'est peut-être passé, Ah, mais juste au-dessus de leur personne ne tête? sait. Personne ne sait. Le conducteur du métro a des instructions et il ne s'arrête pas sous les tours. D'habitude, il y avait un stop. D'accord, OK. Et il nous emmène directement à la 33e rue et Broadway, je crois, si ma mémoire est bonne. Et là, je sors du métro, contente de m'être échappée, tu vois, de cette espèce de périmètre que moi je considérais comme dangereux. Et je monte les marches du métro pour sortir et je me dis merde, ma mère. J'ai dit à ma mère que Et j'étais dans oui. le World Trade Center, il faut absolument que je la prévienne Oh que là j'y là. suis pas. Et là, j'essaye de l'appeler depuis mon téléphone portable de l'époque. Autant dire que toutes les lignes internationales étaient coupées, donc Ah pas ouais. Mais alors moyen. attends, il est quelle heure du coup là-bas? Il est 6 heures de plus pour la France et donc il est le début d'après-midi pour ma mère. Et donc j'essaye de l'appeler et j'arrive pas à passer, les lignes sont toutes occupées. Et quand Oh j'arrive là en là. haut du métro, je me tourne vers le sud de la ville et là je vois la première tour qui tombe. Et là, mon monde s'effondre parce que je me dis, mon Dieu, enfin, je pense à mes collègues, ceux que je viens de laisser, avec un immense sentiment de culpabilité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Immense sentiment de culpabilité où je me dis, peut-être qu'ils sont morts à cause de moi parce que j'ai pas su les convaincre qu'il fallait partir. Je ne saurais que Ouais. des jours plus tard, en fait, qui se sont échappés. Et puis, à la fois un sentiment très contrasté parce que un sentiment de bonheur qui est je suis vivante, j'ai failli mourir 2 fois et je suis vivante. Et ce sentiment-là, il va pas du tout avec le sentiment de tristesse de l'événement qui est en train de se passer. Et j'allais dire, dans ma psychothérapie que j'ai faite pendant les 10 années qui ont suivi le 11 septembre, le sujet qui revenait le plus, c'était ça, c'était de dire je suis heureuse parce que je suis vivante et ils sont morts. Et donc, c'est comment tu gères de la tristesse et de la joie en même temps. Ça, c'est très compliqué. Et donc là, tu es dans la rue quand tu vois la tour s'effondrer au loin. Il y a beaucoup de monde aussi? Il y a beaucoup de monde et il y a notamment 3 jeunes femmes. Ça, c'est une scène qui m'a profondément marquée, dont je me souviens encore, qui ont éclaté de rire au moment où les tours se sont effondrées. Et je pense qu'elles n'ont pas éclaté de rire de joie, elles ont éclaté de rire de nerfs. Un peu comme, c'est terrible, mais je sais qu'il y a des gens qui vont à des enterrements et qui, voilà, pendant la messe, ont envie de rire, etc. C'est un rire nerveux, c'est pas du tout un rire de joie, c'est un rire de la même façon qu'on peut pleurer de joie, je pense qu'on peut rire de malheur. Puis cette incrédulité aussi, de Oui, voir mais cette bien tour sûr, s'effondrer alors qu'on l'a enfin, ça paraît impossible, pourtant, c'est ça. et de voir ça. C'est tellement choquant qu'en fait, tu sais pas du tout comment réagir. Donc là, moi, je cherche par tous les moyens à trouver un téléphone qui me permettra de joindre ma mère et je vais dans les bureaux de mon petit copain de l'époque que je dérange en plein travail. Personne ne sait Ah, que personne n'est les au tours, courant là. ouais, non, personne n'est au courant. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de machin, ils n'ont pas ouvert la télé, donc personne ne sait. Et depuis le fixe, j'ai réussi à parler à mon ami Rémi, les patrons de l'époque, qui lui était au téléphone avec ma mère et donc via un appel à 3, il a réussi, enfin pas à 3 parce que, mais via un double appel, il a réussi à dire à ma mère que j'étais vivante. D'accord. Elle avait appelé Elle avait pardon? Elle avait appelé essayé de et le ouais, contacter, quand elle a en vu qu'elle panique, n'arrivait pas à me joindre, elle a appelé mon patron et il a réussi à lui dire que j'étais vivante. Et heureusement parce que j'ai pas réussi à joindre mes parents pendant 3 jours après le 11 septembre parce que toutes les lignes internationales étaient bloquées. Et par contre, j'ai pu leur écrire. C'est-à-dire que comme c'était le début d'Internet, on avait des emails.
et j'ai pu leur envoyer un email pour leur dire que j'étais vivante et leur dire ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais le seul souvenir que j'ai du 11 septembre, si je suis complètement honnête avec toi, c'est ce que j'ai écrit à mes parents et pas ce que je suis en train de te raconter. Parce que j'ai complètement effacé de mon esprit l'événement. Parce que voilà, d'abord parce que les médias américains n'arrêtaient pas de nous dire en boucle qu'il allait y avoir d'autres attaques et donc on vivait dans la peur permanente. Moi, j'habitais à côté de l'Empire State Building et donc j'étais évacuée à peu près toutes les 3, 4 nuits et j'allais dormir au milieu de la nuit chez un collègue à moi qui habitait à 10 blocs de mon appartement, qui est d'ailleurs devenu le parrain de ma fille parce que voilà, on se serrait les coudes à l'époque et après le 11 septembre, on a quand même vécu un truc extrêmement, extrêmement fort et qui a vraiment bouleversé nos vies. Je dormais en jean et en t-shirt pour être prête parce qu'en fait, on Oh n'avait là là. pas de système d'alarme dans mon bâtiment, dans mon Mhm. building. Et donc, c'était le concierge qui appelait étage par étage. Je sais plus, moi, j'habitais dans un truc qui était assez haut. Il habitait étage par étage un des habitants de l'étage et lui Ben ouais. passait sur chaque porte et il venait faire tac tac toc toc sur chaque porte. Et c'est comme ça qu'on savait qu'il fallait évacuer. Donc, autant dire qu'on avait le sommeil léger et que moi je dormais donc en jean, en t-shirt et j'avais au pied de mon lit mes photos et mes bijoux, les bijoux auxquels je À tenais. embarquer tout de suite. Et ben oui, à embarquer tout de suite, comme ça. Ah ouais. Oh là là. Les Américains, Mhm. tout de suite après le 11 septembre, étaient devenus hyper racistes. Il y avait, euh, il y avait un rejet Méfiant, de ouais. l'étranger qui était très fort Mhm. parce qu'on les avait attaqués sur leur sol. Alors, pas envers les Français évidemment, mais c'était particulier. Il y avait beaucoup d'amalgames qui se faisaient à l'époque. On va reprendre ce que tu racontais quand tu as rejoint du coup ton petit copain dans ses bureaux. Donc eux qui ne savaient absolument pas ce qui s'était passé, qui te voient arriver, j'imagine, un petit peu Affolée. bouleversé, non? Ouais, non, mais j'étais Affolé, ouais. complètement affolée. Je pense que je parlais hyper vite. Je sais pas s'ils ont compris ce que je disais tellement je parlais vite. Et donc le premier truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert la télé et ils ont allumé la télé, pardon. Et évidemment, ils sont tombés sur les images incroyables qui commençaient tout juste à apparaître Ah à la ouais. télé. Mmh. Et évidemment, ils m'ont permis, voilà, de passer mon coup de fil. Et puis après, alors, j'ai eu une réaction hyper bizarre. Je me suis dit, parce que moi, j'avais un vol pour la Floride l'après-midi. Je partais à un gros salon, un gros congrès professionnel, et je me suis mise dans la tête qu'il fallait absolument que j'annule mes billets d'avion. Parce que je pourrais pas voyager. Alors, c'est débile, évidemment, avec du recul quand ils pensent, parce que le 11 septembre a paralysé le monde et a paralysé tous les avions et et tous les congrès et tout s'est arrêté, en tout cas aux États-Unis. Mais moi, je le savais pas. Et je pense que c'est parce que quand tu vis un événement aussi fort que le 11 septembre, ton cerveau n'est pas prêt à accepter ce qui s'est passé et que il y a que la réalité, le quotidien et le travail qui te permettent de rester normal dans, dans le quotidien. C'est-à-dire que, Ouais, d'ailleurs, ça te permet de tenir en fait, ça te les permet de tenir. repères. Moi, je ne suis pas Mmh. allée chez moi après avoir passé le coup de fil à ma mère. Je suis allée au travail. Je suis allée à mon bureau. Et alors que j'aurais très bien pu me dire, bon, bah, tout s'arrête, l'économie s'arrête, etc. Non, non, non. Je suis allée au bureau et Besoin de j'ai te passé. raccrocher à quelque chose, à Et ton voilà, et j'essayais de me raccrocher. Et c'est mon travail qui m'a sauvée. Enfin, je veux dire, c'est le fait d'être occupée par ma mission, par le fait d'envoyer des mails à des clients, de leur expliquer ce qui s'était passé, etc., qui m'a tenue, voilà, qui qui m'a t'a permis de rester maintenu, vivante. Ouais, la tête hors de l'eau, ouais. Mmh. exactement. Et donc, j'ai pas réussi évidemment à annuler mes billets, mais quand j'ai compris que toute l'économie s'arrêtait, euh, eh bien, voilà, ça m'a un peu. Et je crois que j'ai vécu la chute de la deuxième tour avec mes collègues de bureau, mais j'en suis Ah plus sûre. OK, oh la J'en vache, suis plus ouais. sûre parce que je te dis, j'ai plus de mémoire Ouais. précise de l'événement. Il y a des images qui restent gravées dans ma mémoire, comme par exemple le fait que juste avant de prendre le métro, il y a une dame une noire américaine qui m'a tendu les bras. Elle était assise par terre à l'entrée du métro et elle m'a tendu les bras
Et donc moi, je lui ai tendu les bras parce que je pensais qu'elle voulait que je l'aide à se relever. Et quand je lui ai tendu les bras, en fait, elle me tirait vers le sol et elle voulait que je m'assoie à côté d'elle. Et elle me dit un truc incroyable. Elle me dit, vous savez, si on trouve les gens qui ont fait ça, il faut qu'on les déshabille et il faut qu'on trouve des chiens et les chiens les mangeront dans des cages. Ouf, Et ouais. donc cette femme avait complètement pété les plombs. C'est-à-dire que ce Bah qu'elle venait ouais. de voir l'avait rendue totalement dingue. Et quand j'ai compris qu'elle voulait pas se relever, en fait, j'ai dégagé mes mains pour pouvoir moi partir du lieu. Et cette femme-là fait partie de. Une fois que j'ai su que mes collègues de bureau étaient vivants, elle fait partie des gens que j'ai laissés là-bas. Et ce sentiment de culpabilité d'avoir laissé quelqu'un sur place, qui si elle est restée à l'endroit où elle était assise est morte évidemment aujourd'hui. Et c'est ce Et ça, tu ne sentiment-là le qui sais est pas. très difficile à gérer. Non, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais voilà. Peut-être que la police l'a fait évacuer, peut-être que voilà, il Ouais. peut se passer plein de choses, mais je ne saurais jamais. Je sais ni à quoi. Je suis incapable de voir son visage, hein. Je peux juste dire une femme noire américaine d'une cinquantaine d'années, mais je n'ai aucune mémoire du truc. Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui se passe, enfin, comment se finit cette journée? Vous restez, toute la journée, enfin, j'imagine, On ensemble? Peut-être reste une que grosse tu veux partie de plus la être journée seule? au bureau Mmh. et en fin de journée, je ne sais plus. En fin de journée, je ne sais plus. Je crois Ouais. que je suis rentrée chez moi et que j'ai mis la télé, j'ai mis CNN et j'ai Mmh. regardé la télé en boucle et je Ouais. pense que je n'ai pas pleuré. Je pense que je n'ai pas pleuré parce qu'il me semble que les larmes sont venues quelques jours plus tard. Ah ouais. Quand Le on vit temps un truc de si fort, réaliser. ouais, on réalise pas tout de suite. Mais non. Mmh. Et voilà. Et puis l'événement s'arrête pas là pour moi en tout cas parce que 3 semaines après le 11 septembre, je pars en France pour le travail. Et quand j'atterris, ma mère m'appelle et elle me dit: «Ta grand-mère est en train de mourir, il faut que tu viennes à Grenoble» et donc je pars à Grenoble et ma grand-mère meurt dans mes D'accord. bras Oh là là, ouais. et donc je reste pour les funérailles et je repars à New York et un vendredi matin, 15 jours plus tard, ma mère m'appelle et elle me dit: «Ton grand-père vient de mourir. Tu viens pas pour les funérailles, mais tu nous écris un texte et on le lira pour toi le jour des funérailles» et donc ça, c'était un vendredi matin. Et quand ma mère m'a appelé le lundi matin, elle m'appelait souvent avant que je parte pour le travail, elle me dit: «Alors, Mmh. t'as écrit quoi?» Et je lui dis: «Mais écrit quoi? Pourquoi?» Et en fait, j'avais oublié que mon grand-père était mort. C'est-à-dire que mon cerveau n'était plus capable de prendre d'informations négatives. Je Ouais, prenais plus rien. c'était trop. OK, ouais. Mmh. C'était trop. Et c'est là que j'ai décidé d'aller voir un psy. Et j'ai été voir un psy génial de New York. Mais j'y suis pas allée tout de suite, hein. J'y suis allée quelques semaines plus tard, peut-être quelques mois plus tard, je sais plus te dire. Oui, il y a un cheminement à faire avant Oui. d'accepter de faire la thérapie, hein, de toute façon. Et remarque, c'était pas si longtemps après, et je vais te dire pourquoi. Je pense que peut-être un mois après. Et je vais voir ce psy qui avait une espèce de serre de plantes dans son cabinet, un truc génial. D'accord, ouais. Et le type me dit, racontez-moi votre histoire. Et donc pendant une demi-heure, je pleure toutes les larmes de mon corps. Donc ça y est, ça sort. Ça y est, j'arrive à pleurer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mmh. Et au bout d'une demi-heure, il y a son téléphone qui sonne. Et il me dit, je suis désolée, je suis de garde, il faut que je prenne ce coup de fil. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y avait un avion d'American Airlines qui avait améri sur le Hudson, il me semble. Je me rappelle plus sur quelle rivière de New York. Sauf qu'on lui dit, il y a un avion qui s'est écrasé. Et Ah donc, il ouais. faut que vous veniez. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Le truc va me poursuivre combien de temps? C'est-à-dire, combien de temps est-ce que le malheur, tu deviens un peu parano, tu vois, un peu Oui, ouais, ouais. superstitieux, je sais pas. Et il me dit, écoutez, Géraldine, je vais faire un truc que je fais jamais parce qu'il faut que je parte. Et il me dit, premièrement, vous allez bien. Je lui dis, bah, écoutez, je suis ravie de l'apprendre parce que moi, ça fait quand même une demi-heure que je pleure toutes les larmes de mon corps. Donc, je Mmh. suis contente que vous trouviez que je vais bien.
Et il me dit: «Non, vous allez bien et je vais vous dire pourquoi, parce que vous me racontez une histoire en vous plaçant à l'extérieur de la scène et jamais dedans. Comme si vous aviez vu un film d'horreur, mais vous ne vous placez plus dans la scène. Vous vous placez à l'extérieur, vous vous placez en spectateur de ce qui s'est passé. Donc, c'est la meilleure nouvelle que vous pouviez avoir pour vous-même, c'est que vous allez bien.» Il me dit deuxièmement, vous êtes en deuil. Vous êtes en deuil pour les amis, parce que moi j'ai perdu un ami pendant le 11 septembre. Alors pas un ami proche, mais quelqu'un que je venais de rencontrer, que j'aimais beaucoup. Et, et donc c'est une amitié, je veux dire, de 3-4 mois, quoi, hein. C'était pas Une non personne plus. qui était, au World Trade Center ce jour-là ou C'était son premier jour au travail, et Ah pour purée, impressionner ouais. son patron qui lui avait dit d'arriver à 9 heures, il y est allé à 8 heures. Il venait de Ah, terminer son master, son MBA, et voilà, il s'est retrouvé. Voilà, donc lui, il est mort. Sa mère est venue d'Inde, mmh, parce qu'il était indien, et elle a refusé de croire en son décès pendant pratiquement un mois et demi, je pense. Elle a refusé de s'alimenter. Elle attendait, elle était ouais, assise à côté du téléphone et elle a refusé de manger pendant un mois et demi. Donc ça a été une perte très lourde, évidemment, même si c'était quelqu'un que je connaissais peu. Mais donc le psy me dit, voilà, vous êtes en deuil, et le deuil, ça peut prendre un an, ça peut prendre 10 ans, et il n'y a pas c'est ça, grand-chose que vous ouais, puissiez faire pour aider le deuil. C'est un processus, ça doit se faire. c'est ça, ouais. Il me dit, votre petit copain, j'ai toujours mon petit copain américain de l'époque, je suis pas sûre que ça aide beaucoup. Votre relation a l'air d'être un peu sur la fin là. Ce qui est Ah énorme, ouais. parce qu'un psy, ça parle pas de ça. Enfin, un psy, d'habitude, ça écoute, Oui, mais ça donne pas de c'est conseils. vrai. C'était un Et psychiatre, hein, puis c'était pas un. et puis tu venais c'est quoi? C'était 20-30 minutes à peine, la séance quoi que tu avais eue? Ah oui, mais alors moi, j'ai un débit, un débit de parole, comme tu peux entendre. Tu vois que il y a peu de place pour les questions. Je parle beaucoup. Et donc voilà, et le psy me dit: «Écoutez, votre petit copain, je sais pas, réfléchissez bien, mais il me semble», on était sur la fin, tu vois? On s'était séparés, on n'habitait plus ensemble, enfin vraiment, c'était vraiment la fin d'une histoire, Ouais, hein. Je pense qu'il fallait pas être hyper médium ni visionnaire pour voir que c'était la fin de l'histoire. d'accord, ouais. Et il me dit: «Enfin, j'ai un dernier conseil à vous donner. Le deuil ne peut être aidé que par une seule chose, c'est le fait de démarrer une activité que vous n'avez jamais faite avant et de vous y mettre à fond.» D'accord. Et la semaine avant le 11 septembre, j'avais un collègue qui était venu de Paris, qui dansait le tango argentin et qui m'avait demandé de regarder pour l'emmener danser un soir. Et donc, je m'étais renseignée sur le tango. Et moi, j'adore danser. Je suis une grande danseuse de swing, notamment. Et j'adore toutes les danses. J'adore le rock. Et le tango argentin, je m'étais toujours dit que j'aimerais bien essayer parce que la musique était triste et moi, j'étais triste. Mais oui. Et que Mmh. comme j'aimais danser, ben voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un truc sympa. Et donc, je me suis mise à danser et à prendre des cours de tango argentin, mais de manière un peu radicale, c'est-à-dire 2 soirs par semaine et en week-end intensif. Et c'est comme ça que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, Ah! en Comme prenant des quoi, cours de tango argentin. Voilà, on y en revient. te soignant, en faisant ton deuil aussi, Ah oui, bah, de cette absolument, mais journée, le abominable. tango m'a sauvé la vie, mais vraiment. Ouais, dans tous les sens du terme. Mmh. Ouais, absolument. Enfin les je sais pas moi, les semaines, les mois suivants, voilà, j'imagine que les chaînes de télé, les gens sont un peu en boucle, hein, sur, cet événement, complètement, surréaliste. C'est vrai que toi, tu es française, c'est un attentat, qui a été fait sur le sol américain. Tu vois, je veux dire, est-ce qu'on se sent légitime de «pleurer» entre guillemets pour, un malheur qui est arrivé, bah, aux États-Unis alors qu'on est français, tu vois? On n'est pas américain, on n'est pas partie du peuple américain. Quand on vit aux États-Unis, les États-Unis, c'est une ville d'immigrants. Donc, ils sont hyper accueillants avec les gens qui arrivent de l'étranger. Donc, on s'identifie rapidement à ce qui se passe aux États-Unis. Même si on ne devient pas américain, mais on s'identifie rapidement. Et donc, oui, moi, je me suis projetée dans leur malheur. Quand on est expat aux États-Unis, il y a plein de types d'expatriés. Il y a les expatriés qui restent entre Français, et puis il y a les expatriés comme moi qui ont des amis américains aussi. Et on ne peut pas être insensible à leur malheur. Donc, par ricochet, si tu veux, tu es malheureux pour toi, puis tu es malheureux pour eux. Et moi, l'ayant vécu de plein fouet, de toute façon, j'étais malheureuse tout court. Et donc, oui, j'étais triste pour eux. Mais surtout, il y a un truc qui m'a beaucoup choquée, c'est qu'en France,
il y avait les Guignols de l'info. Et les Guignols de l'info avaient fait une marionnette de Ben Laden. Il y avait beaucoup d'humour qui a été fait suite au 11 septembre entre le président américain et Ben Laden et le 11 septembre. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient beaucoup rire les Français, et qui moi m'ont beaucoup beaucoup choqué parce que j'étais plus en phase avec ce que j'entendais en France à ce moment précis. Je me suis toujours Ouais. sentie française, identifiée comme française, mais après le 11 septembre, j'ai détesté ce que j'ai vu à la télé française. Ça me paraissait monstrueux de se moquer de ce qui s'était passé. Et donc là, franchement, à ce moment-là, je me suis dit, je peux pas rentrer parce que vraiment, c'est moche. Comment est-ce que vous pouvez rire d'un truc pareil? Mmh. Je l'ai vraiment pris personnellement. Ça a été un truc qui m'a Bien sûr. profondément touchée, affectée, marquée. J'étais fâchée avec la France pendant quelques Qui semaines. tourne un peu en ridicule, C'est ça. cette douleur, quoi. Ouais. Et Mmh. je pense que ma phase de deuil était pas du tout prête à. J'étais pas prête, en tout cas, à accepter ce genre de moquerie. Je l'avais vécu trop de plein fouet, j'arrivais pas à me reconstruire, je pleurais encore. Et donc, de voir que ça faisait rire des gens, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut être aussi cruel et rire du malheur des autres? Donc, te dire que je me suis identifiée à 100% avec les Américains, c'est pas vrai, parce que je suis pas américaine et donc je me suis pas identifiée à fond. Mais n'oublions pas un truc, c'est qu'après le 11 septembre, moi j'habitais donc 34 et Parc, pour ceux qui connaissent Manhattan, et je pouvais plus ouvrir mes fenêtres parce que d'abord il y avait des ambulances qui passaient toute la journée, donc le bruit était juste assourdissant, c'était horrible. On voyait passer des camions avec des sacs noirs Ah huilés ouais, oh là là. de Mmh. corps, mais toute la journée, toute la journée. Et en fait, quand tu ouvrais ta fenêtre, allez, 5 minutes, tu avais 1 centimètre de poussière qui se déposait sur Ah tes ouais. meubles, partout, partout, parce qu'en fait, il y a de la poussière. Alors évidemment, un mélange des cadavres et de ce bâtiment Mmh, qui ouais. s'était effondré et qui s'était réduit en poussière. Et surtout, le truc qui a été le plus dur, je pense, pendant les 4 jours, je dirais, qui ont suivi le 11 septembre, Ouais. c'est l'odeur de barbecue absolument insupportable. Ça sentait le barbecue. Et ouais, dans toute la Sauf que là, ville, c'était pas un barbecue, une barbecue party ou on ne sait c'est quoi. ça. Mmh. Et ça a été mais je pense que ces images-là, ces odeurs-là, Oui. cette poussière, on l'oublie jamais vraiment. Et il s'est passé un truc incroyable avec les 13 personnes que nous étions ce jour-là. On n'a jamais reparlé du 11 septembre entre nous D'accord, ouais. parce que je pense que c'est trop douloureux. Moi, je suis retournée 2 fois à New York seulement après le 11 septembre, et aller voir le mémorial a été pour moi, je pense, un des trucs les plus durs que j'ai jamais fait. J'arrivais même plus à marcher tellement je pleurais. C'est-à-dire que j'étais en sanglots, mais c'était tout mon corps qui pleurait. C'était atroce. Et un jour, j'ai revu une des personnes avec lesquelles j'étais le jour du 11 septembre, qui est devenu un ami, qui s'appelle Patrick. J'arrive dans une nouvelle ambassade et j'arrive en réunion de service, et les gens sont déjà assis. Et je connais personne Ouais. dans cette réunion. Je connais pas l'ambassadeur, je connais pas le consul, je connais personne. Et là, je vois un monsieur qui se lève, et Mmh. c'était lui. Et on avait vécu le 11 septembre, lui et moi. Et il se lève et il vient me chercher et il me prend sous son épaule et il me dit: «Viens avec moi». Voilà. Et juste ça, et ben, Mmh. c'était un moment très fort qui me met les larmes aux yeux tellement, Ouais. on a vécu quelque chose d'intense, mais il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je pense on peut pas en parler. En tout cas, je peux en parler avec toi parce que Mmh. comme disait mon psy, je me place à l'extérieur de la scène, mais je peux pas en parler avec lui. Et je sais pas si je pourrais un jour. Est-ce que pendant les premières semaines, tu avais peur, par exemple, quand tu remontais dans un building ou je sais pas, quand tu marchais dans la rue? Est-ce qu'il y avait encore ce J'ai pas eu peur en montant dans des buildings, mais il m'est arrivé une chose assez impressionnante, mais que je garde encore aujourd'hui. J'ai peur dans le métro. J'arrive totalement à me maîtriser et à prendre le métro, mais c'est un effort. C'est-à-dire que si j'ai le choix entre payer de ma poche un taxi qui va coûter 20 € et prendre le métro qui va me coûter 2 €, eh ben, je vais quand même prendre le taxi et payer de ma poche parce que Mmh. c'est très dur pour moi de prendre le métro.
Et au tout début, alors ça m'arrivait dans le métro et dans le bus, maintenant ça m'arrive plus trop dans le bus, j'avais du mal à respirer. Donc oui, ça a été j'allais dire, les séquelles physiques du 11 septembre, ça a été Ouais. ça. T'arrives à bien expliquer pourquoi? T'expliquer pourquoi la peur du métro, le fait d'être enfermé sous Bah terre, de parce que pouvoir. je pense que le moment où j'ai réalisé qu'on allait passer sous les tours, alors que Ouais. j'essayais de m'en éloigner, euh, je me suis dit que coincé dans le métro, on peut rien faire en fait. Et donc c'est un sentiment de claustrophobie Mm. assez important, mais qui est évidemment lié au 11 septembre, parce que j'avais absolument pas ça avant. Mais ça a fait longtemps partie de justement de mes discussions. C'est une des raisons pour lesquelles je suis allée consulter, parce que je savais que j'avais des séquelles. Et ça te fait pas ça dans les ascenseurs, par exemple? Parce que c'est Non, pareil, dans les ascenseurs, tu te retrouves. Alors que pas c'est du c'est tout, un peu ni la même même. dans les avions. Ah oui, J'ai pas du tout la peur de voler, alors qu'on pourrait très bien imaginer que, bien sûr. mais non, pas du tout. Mais il y en a d'autres pour qui sûrement c'est devenu une peur, hein, mais ouais. Ouais, Toi, non, c'est le non, métro, du moi coup. c'est vraiment le métro surtout. Ouais. Et comment est-ce que tu as réussi ou pas à gérer la peur de tes proches en France euh, par la suite? La peur sur quoi? Bah, la peur pour toi, par exemple, qu'il y ait un autre attentat et que cette fois-ci, alors peut-être qu'il n'y a pas eu de peur finalement, je sais pas. Je crois qu'il n'y a pas eu tant de peur que ça. Moi, je viens d'une famille où on est assez, euh, ouais, on est assez pas fataliste, mais où on imagine toujours le positif des choses. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. Je viens d'une famille où on n'imagine jamais le pire, on imagine toujours le mieux. Ouais, Donc ça a dû beaucoup m'aider. Mais personne s'est dit que j'allais y passer dans les semaines qui ont suivi, quoi. Même si les images étaient hyper choquantes. Moi, je me rappelle de CNN bah qui ouais, prenait en vidéo tous les camions qu'il y avait sous les ponts de Brooklyn, etc., et qui disaient on va tous mourir. Quelqu'un a vu quelqu'un poser des explosifs. Enfin, je veux dire, et une paranoïa absolument monstrueuse qui paranoïa s'était ambiante, ouais. créée. Ouais. Donc ça a été chaud parce que ça a été comme ça pendant plusieurs semaines. Ouais, ouais, ça a été, j'allais dire, la partie longue et difficile de l'après 11 septembre. C'est on pensait qu'il allait y avoir d'autres attaques terroristes. Donc on Bah, bien s'attendait à sûr, tout. mais comme nous après, en France, quand il y avait eu, Ouais, Charlie Hebdo, le Bataclan, exactement. Et il y a un truc qui est terrible, mais c'est que moi, comme j'habitais New York, j'avais des amis new-yorkais et j'ai notamment un ami new-yorkais qui habitait, d'origine colombienne d'ailleurs, qui lui travaillait dans la tour numéro 7. Parce que les gens oublient souvent qu'il y a une troisième tour qui est tombée, qui est le bâtiment numéro 7, qui est un bâtiment rectangulaire. C'est d'ailleurs d'accord, beaucoup pour ça que la théorie du complot a démarré, parce qu'en fait, il y a un bâtiment, alors moi je ne l'ai pas vu tomber, hein, mais il y a un troisième bâtiment qui a été très endommagé après le 11 septembre, ouais, et mon ami travaillait dans la tour numéro 7. Et lui, il a vu des choses abominables, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas vu nous, parce qu'on était en bas des tours, et que très peu de mmh gens ont vu, c'est que les gens, alors ça c'est un peu atroce, donc esprit sensible s'abstenir, mais en fait, il y a des gens qui étaient dans les étages du dessus, au-dessus de l'avion, oui, puisque oui, tout était coupé, il n'y avait plus d'ascenseur, il n'y avait plus d'escalier non plus. Donc les gens sont montés sur les toits parce qu'on leur a dit qu'on allait venir les chercher en hélicoptère. Et les gens se sont retrouvés sur les toits coincés entre le fait de mourir brûlés ou de mourir en sautant. Et lui, depuis sa tour numéro 7, qui n'a pas eu le droit d'évacuer de la journée parce qu'il y avait une alerte à l'anthrax le même jour dans sa tour à lui, a vu des gens sauter, et ça on n'a pas d'image de ça, mais il a vu des gens sauter en se tenant la main, des groupes quelle de horreur. 5, 6 personnes sauter ensemble. Et ça c'est, enfin, je peux même pas imaginer ce qu'il a La vécu, parce vision, que moi j'ai ouais. l'impression d'avoir vécu un truc monstrueux, mais je pense que voir ces images-là, ça a dû être absolument monstrueux. Ouais, surtout que oui, la journée se passe, donc lui a toutes les informations qui arrivent à lui C'est ça. sur l'événement, on va dire, donc de voir ces personnes sauter, ouais, ça a dû être vraiment, ouais, des visions d'horreur, je pense, Ouais, j'ai pas de mots. Moi, je sais juste que j'ai eu l'info sur le fait que les gens montaient sur les toits parce que j'avais une ancienne secrétaire à moi qui avait son mari qui était dans les étages du haut. Donc je le d'accord. connaissais pas, hein,
Mmh. Mais voilà, quand on parle de deuil après le 11 septembre, c'est le deuil des proches, de ceux qu'on a perdus réellement, c'est le deuil des gens qu'on a autour de nous, c'est-à-dire qu'on prend tout. C'est énorme ce deuil. Il est monstrueux. Ouais, il est énorme. Mm. Et est-ce que toi après donc cet événement, tu songes à quitter New York? À partir un peu, Alors moi, je songe pas à quitter New York, mais je pense que je suis la seule parce que mon immeuble dans lequel il y avait 2 ans de liste d'attente pour un appartement, a 35 appartements libres du jour au lendemain. Je dirais dans les 2, 3 mois qui ont suivi, hein. Ça a été ouais, hyper d'accord. impressionnant. Mais Il y a oui, le nombre ouais. de gens qui ont quitté New York a été impressionnant. Par Mmh. contre, moi, je décide que ma vie va changer. Donc je décide que D'accord. ma vie va changer et je décide que comme j'ai failli mourir 2 fois ce jour-là, je ne ferai plus jamais ce que je n'ai pas envie de faire. C'est-à-dire que D'accord. personne ne m'obligera plus jamais à faire un truc, que la vie est trop courte. Et que donc, Mmh. si par exemple je fais ce podcast aujourd'hui avec toi, c'est parce que ça me fait plaisir de le faire, c'est parce que ça me fait plaisir de partager mon expérience. Mais je ne me force Mmh. jamais à faire un truc que j'ai pas envie de faire. C'est ma philosophie de vie. Ouais. Je ne regrette jamais ce que je fais. Donc tu restes à New York? Donc je reste à New York et je ne suis partie à Boston, vivre à Boston qu'en 2003. Et j'ai quitté New York en pleurant toutes les larmes de mon corps parce que c'est une ville que j'ai adorée, que j'ai trouvée attachante, que beaucoup de gens trouvent froide et impersonnelle et Ah ouais, c'est remplie vrai? de bâtiments. Ouais, il y a beaucoup de D'accord. gens Ah qui bah, trouvent que New York est j'ai une pas trop ville. entendu cette perception-là. D'accord, ouais. Et moi, j'ai vécu à New York parmi les plus belles années de ma vie. Alors, je suis ravie de ne pas y avoir eu d'enfants parce que je pense qu'avec des enfants petits, c'est cauchemardesque. Mais D'accord, New ouais. York en jeune célib, c'est juste le paradis Carrément, sur quoi. terre, hein. Tu valides. Ah, je valide. Je valide. Allez-y, c'est fabuleux. Toi, quand tu pars, donc par exemple à Boston, quand tu pars ailleurs, même si tu as vécu un événement comme celui-là, tu n'imagines pas que ça puisse te enfin, poursuivre, c'est un mot un peu fort, Alors mais que tu puisses un peu revivre un si, peu cet parce événement? que le 7 juillet qui a suivi mon arrivée à Londres, Donc quelle année? 2005 peut-être, 2004, D'accord, 2005. ouais, donc c'est quand même, proche de 2000, on va dire quoi, c'est, Ouais, c'est mon pas très loin. anniversaire et c'est le jour des attentats à Londres. Ah! Et ce jour-là, je dois me rendre au baptême du fils d'un ami à moi. Et ce jour-là, je me réveille et on doit aller au baptême et je me sens super, super, super mal. Et il se passe un truc en moi, je ne sais pas ce que c'est. On doit aller au baptême et on doit passer par le métro dans lequel il y a l'attentat de Londres. Et ce jour-là, j'appelle mon ami pour lui dire que je ne peux pas aller au baptême de son fils parce que ça ne va pas. Et je sais pas te dire si j'ai eu une prémonition. Ouais, oui, bien sûr, Ça, l'instinct ou quelque ça chose, ne tu m'est sais pas. jamais Mmh. arrivé. Je n'ai jamais, comment dire, fait ça à un ami, surtout lui que j'adore. Mais j'ai pas pu y aller ce jour-là. Comme si ton corps avait envoyé un message parce que, Bah écoute, je sais ouais, pas. Je sais pas. inconsciemment oh c'est fou, ouais. En tout cas, un peu eu le sentiment que le truc me poursuivait quand même, hein. À ce moment-là, Bah oui, parce qu'il y a eu le 11 septembre, il y a eu le psychiatre qui a reçu son appel sur l'avion qui avait améri, tu vois. c'est vrai, Ce tout à jour-là, fait. tu te Mmh. dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi est-ce que le malheur me poursuit? Et alors, les attentats de Londres, le jour de mon anniversaire, avec cette histoire de baptême où j'avais pas réussi à y aller, je me suis dit, putain, ça fait 3 fois qu'il arrive des trucs graves, euh, Et que je passe pas loin quoi, que je voilà, suis, et où je me sens directement concernée. Donc, soit on me poursuit, soit il y a quelqu'un qui a une poupée qui met des aiguilles bien dans le sûr, truc. Mais voilà, arrêtez quoi, ouais. foutez-moi la paix un peu parce que j'aimerais bien que ça soit pas tout le temps moi quoi. Donc maintenant, ouais, ça fait 19 ans, hein. Enfin, ça va faire 19 ans le 11 Ouais, septembre. Et toi, comment tu te sens à chaque fois tous ces 11 septembre là depuis 19 ans? j'ai une pensée émue. Ouais, Je suis restée très proche des gens qui étaient mes amis pendant le 11 septembre. C'est marrant parce que tu vois, moi j'ai une vie d'expatriée, j'ai beaucoup déménagé, donc c'est des gens que je vois peu. Et pourtant, on est hyper proches. Hyper proches.
Donc ça a quand même créé un truc, ça a créé un lien. On s'est beaucoup soutenus, hein. Il y a eu une très jolie fraternité qui s'est mise en place après le 11 septembre. Et vous envoyez un petit message, par exemple, ce jour-là ou On utilise Facebook et on met des messages et voilà, on se met des cœurs sur nos pensées tristes ouais, ce jour-là, ouais. Mmh. avec toute l'émotion du jour. Donc, pour les gens qui regardent Facebook et qui voient nos petits posts, ça peut paraître anodin, mais ça l'est pas. Bien sûr. Et toi, tu n'as jamais eu envie d'aller à une commémoration le 11 septembre à New York? Non, je peux pas. Je C'est peux trop dur? pas, c'est trop douloureux. J'arrive même pas à regarder les documentaires sur le 11 septembre. Ouais. Je, tu vois, il y a un documentaire sur YouTube dont j'aime bien le début sur la naissance des religions qui s'appelle Zeitgeist, qui est un documentaire Ouais. qui me parle parce que je trouve hyper intéressant le rapport entre les religions et les constellations. Sauf qu'après, Mmh. ça dérive sur la théorie du complot et le 11 septembre et je ne peux pas regarder les images. C'est trop, trop, trop douloureux. D'accord. Et j'ai gardé chez moi une photo des tours, par contre. Une photo que toi tu avais faite? Non, une photo que j'avais achetée. D'accord. Donc avant l'événement? Eh ben, je sais plus. Je sais plus si avant ou après. Non, vraiment, Ouais, je sais plus. d'accord. Tu C'est sais possible plus. Bah oui, bien sûr. que je l'ai acheté après, j'en sais rien. En tout cas, Mmh. voilà, New Tu York, en as une, j'en ai gardée une. précieusement, J'en ai et une, elle est dans la chambre de mon fils. ah! Et et du coup, tu as raconté, cet événement que tu as vécu, à tes enfants, par exemple? Oui, je leur ai raconté. Tu leur as raconté tout ce que tu m'as raconté là dans le podcast? Non, 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 non. Parce Il qu'ils y ont quel a, âge là, ils ont actuellement? 15 et 17. Ils sont assez grands pour Ah oui, ils écouter, sont hein. grands quand même. Ouais, 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 Il y a pas de tabou, mais bien sûr. voilà, c'est triste. Je suis pas sûre que, Ouais. mais ils savent, ils savent. Ça fait partie de leur enfance aussi, hein, puisque j'ai rencontré leur papa tout de suite après. Leur papa est médecin. Je pense que le fait qu'il soit médecin, ça a été un élément déclencheur de notre relation, parce que moi, après le 11 septembre, j'avais un besoin absolument impérieux qu'on me protège, qu'on me, qu'on mette ses bras autour de moi et qu'on me mette dans une bulle dans laquelle il allait plus rien m'arriver. Et donc, ils font partie de voilà, cette histoire et de Attends, c'est ton mari que tu as rencontré, pendant tes cours de tango argentin? c'est ça, c'est lui. Ouais, bien sûr, d'accord. Évidemment. Ouais, exact. Donc notre histoire étant très liée au 11 septembre, ils ont déjà entendu l'histoire. Mais ouais, bien sûr. Et lui, il était aussi à New York pendant cet événement? Il était à Boston pendant cet événement. Mais je pense, D'accord, tu OK. sais, que tous les gens que je connais savent très Mmh. bien où ils étaient le jour du 11 septembre. C'est-à-dire que les gens Bien ont une sûr. mémoire hyper vive de ce qu'ils ont fait, de là où ils étaient, avec qui ils étaient le jour du 11 septembre. Et même en France, hein, souvent même les Français, les personnes, savent ce qu'elles faisaient le jour du 11 septembre. Oui, absolument. C'est vraiment une date, ouais, qui a marqué les esprits, hein, pas forcément que, pour les Américains. Mm. Qui a marqué le monde, hein, je pense, Et j'ai un ami qui était dans la tour et qui, pour terminer là-dessus, et qui a été la dernière personne à sortir de la tour avant qu'elle ne tombe. Et cet ami-là, quand je l'ai revu, c'était impressionnant, Bruno. Ouais, Et il d'accord. avait tout perdu, lui, hein. Ses locaux, ses ordinateurs, enfin, son histoire, elle est Ah dingue. ouais. Et, et quand on s'est parlé du 11 septembre, quand il nous a raconté un peu ce qu'il avait fait après, pas tellement le 11 septembre, mais Mmh. voilà, il l'a raconté, enfin, il l'a raconté dans un livre, mais quand on a parlé de notre quotidien après, il avait énormément d'absence, donc il nous parlait, puis il s'arrêtait au milieu d'une phrase, en plein milieu de la phrase, et puis il arrêtait de parler pendant 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Ça peut paraître court, mais c'est hyper long au milieu d'une phrase. Ouais, d'accord, ouais. Le vide. Ouais, le vide. On a tous été très marqués d'une façon ou d'une autre. Je vais te proposer de faire une petite conclusion, à cet épisode, riche en émotions. Ben, je trouve ton blog super parce que je pense franchement que l'acceptance et
le meilleur vivre ensemble, le mieux vivre ensemble passe par le voyage, que c'est en comprenant mieux les autres qu'on devient plus tolérant et que le monde serait beaucoup plus beau si les gens voyageaient plus. Alors évidemment, Mmh. le Covid nous empêche de voyager beaucoup en ce moment Oui, et c'est bien dommage, mais que ça vraiment que ton initiative participe à créer un monde meilleur et simplement dire aux gens de profiter de la vie parce qu'elle est courte et que c'est quand on passe à côté de la mort qu'on se rend compte à quel point elle est belle. c'est vrai. Bah, merci beaucoup pour ces petits mots de la fin. Merci pour, tout ce temps que tu as bien De voulu rien. m'accorder, hein, pour cet épisode de lancement qui, j'espère, plaira, au plus grand nombre. Bah écoute, j'espère Merci. aussi. Merci Adèle. À très bientôt, Géraldine. Au revoir. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.